Énorme problème énergétique, inflation, guerre en Ukraine. On a l'impression que tout le modèle européen et le modèle occidental est en train de s'effondrer petit à petit. Et parallèlement, on voit d'autres modèles qui sont peut-être moins sympathiques, comme le modèle chinois, grandir, prendre de plus en plus de place. Et pour parler de ce changement de monde, j'ai invité Jean-Baptiste Noé. Jean-Baptiste Noé, Bonjour, bonjour. merci pour votre Donc, invitation. je vous en prie. Donc, Jean-Baptiste Noé, vous êtes docteur en histoire économique et puis vous êtes professeur de géopolitique. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Conflit. Et si je vous ai invité, c'est pour votre livre qui vient de paraître, Le déclin d'un monde. Euh, un livre, je mettrai des liens dans la description pour que les gens puissent aller l'acheter chez votre éditeur. Un livre qui a vraiment fait résonance avec une réflexion que j'ai eue avec plusieurs invités là, dans les semaines qui ont passé, qui est on est sur un changement de modèle, un changement de monde, et pas uniquement une petite crise économique comme on a pu en connaître beaucoup. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle ensemble, ou que vous nous parliez plus exactement, de cet effondrement de l'Europe, de ce modèle européen, on va dire occidental pour généraliser, aller jusqu'aux États-Unis, mais les États-Unis ont finalement juste repris le modèle européen. Donc, de ce modèle européen qui est en train de s'effondrer et qui ne tient plus sur ses bases. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors, il y a un très bon exemple récent qui, je pense, illustre parfaitement ce que je démontre dans l'ouvrage. C'est lorsqu'il y a eu le vote des sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Les seuls pays qui ont à la fois condamné l'invasion et adopté des sanctions, ce sont les pays occidentaux, c'est-à-dire Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Les pays d'Amérique latine ont condamné l'invasion mais n'ont pas voté de sanctions. Ça ne mange pas de pain et ça n'engage à rien. Et les pays africains n'ont pas non plus voté de sanctions. Si on a vu la même chose, et lorsqu'on a eu la même chose d'ailleurs lors de l'invasion de l'Afghanistan par exemple, en 1979, à ce moment-là, les pays, on va dire, dans le camp occidental, auraient suivi l'Occident et suivaient à l'époque l'Occident. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Donc, dans cette adoption des sanctions qu'on a présentées parfois à tort comme étant une prise de sanctions mondiale, en réalité, ce n'est que le camp occidental qui l'a fait, et lui seul. Il n'a pas été suivi. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'Occident aujourd'hui n'a plus la capacité d'imposer ses décisions, ses volontés à des pays autres qui étaient jusqu'à présent dans son étranger proche, dans son orbite, sous son influence. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Pour moi, le refus des pays africains de voter des sanctions, c'est une marque réelle d'une indépendance, non plus simplement une indépendance politique, ça ils l'ont eu en 1960 pour la plupart, mais d'une indépendance sur la scène internationale, en disant nous aujourd'hui on fait ce que l'on veut, ou on fait autre chose, en tout cas on n'est plus dans la roue, dans la charrette de la France ou des Européens. Et donc aujourd'hui, l'Europe n'est plus en mesure d'imposer son modèle, d'imposer ses valeurs, d'imposer ses idées au reste du monde. Alors ça reste malgré tout une des principales zones économiques mondiales. Ça reste là où on a les grandes entreprises, là où on a l'innovation, la création. Hein. Tout ne s'effondre pas. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que ce déclin d'un monde, c'est pas tellement un déclin économique, un déclin politique, c'est un déclin intellectuel et moral. C'est le déclin de l'universalisme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'Europe a imposé, en croyant à l'universalisme, a imposé ses idées ou a imposé ses valeurs ou ses normes. Aujourd'hui, elle n'est plus en capacité, en mesure de le faire. D'accord. Donc, en fait, mais qu'est-ce qui, dans nos normes, dans nos valeurs, ne fonctionne pas? Parce que on a dominé le monde pendant plusieurs siècles, et finalement, on peut se dire que la démocratie, telle qu'on l'a ou telle qu'on l'avait, on l'a encore bien, bien fortement dans nos pays, c'est un modèle qui peut donner envie. C'est-à-dire que moi, je suis libre d'aller d'un pays à l'autre, je suis libre de mes choix, je n'ai pas un État qui me contrôle. Enfin,
on se dit que c'est un modèle qui est justement une vocation universelle et qui est censé plaire à tout le monde. Pourquoi est-ce que ce modèle se grippe tout d'un coup? Oui, alors je vais vous donner un exemple qui s'est passé à Dakar, où j'étais fin octobre pour un grand congrès qui était un congrès sur la paix organisé par le président du Sénégal, Macky Sall. Et il y avait plusieurs tables rondes. Et lors d'une table ronde, un intervenant européen a évoqué le cas du Burkina Faso et le fait qu'il y ait eu plusieurs coups d'État au Burkina, d'ailleurs comme au Mali aussi, et donc se lamentant de cette situation en disant quand même ça serait mieux que ces pays adoptent la démocratie. Et à ce moment-là, vous avez eu plusieurs jeunes du Burkina Faso, il doit avoir entre 25 et 30 ans, qui sont intervenus de manière assez véhémente en disant mais non, mais nous on veut pas de la démocratie, le pouvoir des militaires ça nous convient très bien, et la démocratie c'est quelque chose des Européens, nous on n'en veut pas. Alors ça a jeté un froid dans l'assistance, et je ne dis pas que tout le monde partage leur point de vue, mais en tout cas c'est la première fois que ce point de vue est exprimé de manière aussi franche, aussi directe, dans un cadre qui se veut généralement assez feutré. Ça restait un grand congrès international, ce n'était pas des propos de comptoir. Ce qui veut dire que, effectivement, notre modèle démocratique, qui marche d'ailleurs plus ou moins bien en Europe, mais ça c'est un autre sujet, mais est un modèle qui en fait n'attire pas forcément. Regardez ce qui se passe en Iran. Alors certes, on a des révoltes contre le régime des mollahs, mais enfin le régime tient. Vous avez des personnes qui ont intérêt à ce qu'il y ait un régime dictatorial. En fait, l'erreur, à mon avis, qui est faite par beaucoup, c'est de penser que l'être humain choisit toujours la liberté. Or, les faits montrent le contraire. Je le regrette, parce que moi, je suis plutôt un partisan de la démocratie libérale, mais entre la liberté et l'égalité ou pas la dictature, mais un régime fort, très souvent, l'être humain choisit le régime fort, ce qui explique que les régimes dictatoriaux tiennent encore à Cuba ou au Venezuela, par exemple. Pourquoi ? Soit parce que vous avez des régimes qui ont la capacité militaire ou policière d'imposer leurs normes, et donc il n'y a pas de révolte parce que c'est impossible de se révolter, soit parce que la liberté impose la responsabilité. La liberté suppose l'inégalité. Un pays libre est un pays où il y a des inégalités parce que forcément, vous avez des gens qui sont plus malins que d'autres, plus doués, plus intelligents. Et dans beaucoup de pays, c'est d'ailleurs le cas en Europe et en France surtout, on préfère l'égalité. Et Tocqueville avait très bien montré que l'égalité, bien, ça se fait dans les faits. On est effectivement égaux dans la servitude, alors que dans la liberté, on est inégaux. Et c'est une des raisons pour laquelle ce régime le régime européen, la vision européenne est rejetée. En fait, là, aujourd'hui, un grand nombre de populations veut la modernisation, mais sans l'occidentalisation. On a longtemps cru que les deux allaient de pair. On allait être modernisé, donc occidentalisé. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui veulent la modernité, ils veulent le téléphone portable, ils veulent la modernité technique, mais avec le voile intégral ou avec l'islamisme. Ce qui nous paraît incompatible, inconciliable, mais qu'eux arrivent à concilier et à associer. Oui, mais alors, l'islamisme, c'est encore autre chose parce qu'il n'y a pas à ma connaissance, je connais mal les pays islamiques, hein, mais il n'y a pas de pays islamiques qui soient des réussites économiques en dehors des pays comme l'Arabie Saoudite qui financent toute leur réussite économique uniquement sur le pétrole, mais donc sur une rente. Mais on n'a pas de grands pays technologiques qui soient en même temps islamiques. Donc c'est peut-être à part, mais vous pourrez me contredire, hein, mais pour moi, c'est peut-être à part. Par contre, la Chine, effectivement, peut attirer les gens, parce que là, on a une réussite à la fois économique et en même temps une dictature assez forte et qui se renforce au fur et à mesure. Alors là, le problème que vous soulevez, c'est le problème de fond, qui est un vrai sujet et sur lequel je n'ai pas forcément d'ailleurs toutes les réponses. Mais effectivement, on a toujours considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de développement économique sans liberté. Et ça se comprend très bien. Il faut une liberté intellectuelle pour innover, pour inventer, liberté d'entreprendre. S'il n'y a pas tout ça,
il n'y a pas de développement économique. Et on l'a vu avec l'Union soviétique ou avec les pays soviétiques, ils ont tenté le développement économique sans la liberté, ça a échoué. Et la Chine semble être le contre-exemple, que vous avez très bien évoqué. Moi, le pari que je prends, c'est que le développement économique de la Chine ne durera pas. D'abord parce qu'une partie des chiffres que l'on a sur l'économie chinoise sont faux. Ce sont des chiffres fournis par le Parti communiste ou par les organes administratifs du Parti communiste, et donc ils sont très largement sujets à caution. De la même manière d'ailleurs que les chiffres de l'Union soviétique à l'époque étaient faussés. Donc je suis très prudent sur les chiffres de croissance. Je vous arrête juste une seconde. Sur les chiffres, alors les chiffres sont probablement faux ou faussés, mais on voit quand même que des villes comme Shanghai il y a 50 ans et Shanghai aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, oui, tout à fait. Shanghai est beaucoup plus développé que Paris. Enfin, oui. Ça n'a rien à voir. Quoi. Bien sûr, là, c'est comme une réalité économique. Sur ça, il y a une progression qui est indéniable, évidemment. Mais il faut voir ça sur le long terme, c'est-à-dire qu'est-ce que ça sera dans 15 ou 20 ans. Je ne suis pas certain que les choses soient aussi bonnes dans les 20 prochaines années qu'elles l'ont été dans les 20 dernières. D'abord parce que vous avez un tel poids du Parti communiste que Xi Jinping a très fortement renforcé. C'est-à-dire que ses prédécesseurs avaient lâché un peu de lest et avaient lâché un peu côté idéologique. Xi Jinping, dans ses discours, dit clairement que son modèle, c'est Mao. Ça n'évoque pas, ni pour nous, ni pour la Chine, forcément des souvenirs très glorieux. Mais lui, il le voit comme un modèle. C'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui un véritable pays communiste. Trop souvent, à tort, on l'a présenté comme un pays capitaliste autoritaire. Aujourd'hui, l'idéologie communiste est réellement réinjectée. D'ailleurs, j'y consacre toute une partie dans mon ouvrage avec une analyse qui est faite remarquable par un Australien sur ce qu'il appelle les forgerons de l'âme, cette capacité à forger l'âme humaine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le côté destruction de la population. La violence qui est exercée à l'égard de la population, on l'a vu notamment avec la politique zéro Covid. Les gens ont été enfermés chez eux, enfin, ils ont été emprisonnés chez eux, ils ne peuvent même pas sortir de leur appartement. On leur a porté, à Shanghai notamment, à manger sur le palier de la porte. J'ai des amis français qui sont restés 3 jours sans manger parce qu'on ne leur avait pas apporté leur panier repas. Ils ne pouvaient pas sortir. Ça pèse, y compris sur une population chinoise qui, alors on dit elle est habituée. Bon, elle est habituée jusqu'à un certain point. Ça finit quand même par peser. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, les Européens ou les Occidentaux se rendent compte que la Chine est dangereuse. Il y a eu pendant longtemps un rêve chinois. Les entreprises françaises et européennes voyaient ça comme un grand Eldorado. On y allait, puis il y avait un marché énorme, 1 milliard d'habitants, des gens qui s'enrichissaient, donc des ressources très importantes. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui font marche arrière. Danone a eu des problèmes, Peugeot également. Question sur les brevets, sur le droit. Certaines entreprises commencent à se retirer et à choisir plutôt le Vietnam, plutôt les Philippines. Donc, il y a aujourd'hui un grand nombre d'indicateurs qui ne sont pas forcément très positifs pour la Chine, qui fait que sur les 20 années qui viennent, je ne suis pas certain, mais peut-être que je me trompe et que l'exemple chinois contredira tout ça, mais je ne suis pas certain que la Chine réussisse à maintenir son développement économique et sa croissance économique. En tout cas, pas de la même manière qu'elle l'a fait au cours des 20 années qui ont précédé. Mais du coup, si on a un effondrement de l'Europe et de l'Occident d'une manière générale, cet effondrement, en face, il faut bien qu'il y ait des pays qui émergent pour créer un équilibre, parce qu'il y a besoin d'un leader dans le monde. Il y a toujours eu un pays leader dans le monde, donc il y a besoin d'un pays leader dans le monde. Moi, je voyais la Chine, j'avais l'impression qu'on s'orientait de plus en plus vers la Chine. Vous avez une autre vision des choses, de la nouvelle structuration géopolitique vers laquelle on va? Alors, la Russie l'a tenté, mais la Russie s'embourbe en Ukraine, donc c'est un peu raté. Pardon. Effectivement, il y a la Chine qui essaye de contrôler sa zone, notamment en imposant sa monnaie. Le renminbi, ça c'est un des grands enjeux aussi
mise en place depuis maintenant un peu moins de 5 ans. La concurrence directe entre le dollar et le renminbi, et d'ailleurs c'est en train de s'accélérer de manière très nette. Et puis, il y a un pays qu'on passe malgré tout très souvent un peu par part des profits, mais ce sont quand même les États-Unis. Les États-Unis, ça fait des années qu'on annonce leur mort. On l'a dit dans les années 70 après la guerre du Vietnam, on l'a dit au début des années 1980 avant Ronald Reagan. Malgré tout, bon an, mal an, les États-Unis sont toujours là. Alors, je ne nommais pas leur faiblesse. Il y a la question des fragilités internes, des tensions très virulentes entre républicains et démocrates. Il n'empêche qu'ils sont toujours numéro 1 mondial. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais c'est un pays dont on annonce régulièrement la mort et dont on annonce aussi régulièrement la résurrection. En fait, ils ne sont jamais morts et donc jamais ressuscités complètement. Le vrai souci pour moi, c'est plutôt les pays européens, plus que les États-Unis. C'est pour ça que je fais une distinction aussi dans le modèle occidental, parce que les États-Unis ont toujours la volonté d'être numéro 1. C'est leur force. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se donnent les moyens de l'être. Alors que les Européens n'ont plus la volonté d'être numéro 1 et se sont résignés à une forme de déclin. Et quand ils veulent être numéro 1, c'est des numéros 1 à la petite semaine, si je dirais, ou à petite vue. C'est-à-dire que c'est parler de la démocratie, c'est parler des modèles droits de l'homme et autres, mais ça ne fait pas rêver les gens. Enfin, ça ne fait pas vraiment rêver ni les Européens eux-mêmes, ni les pays étrangers. Le modèle américain fait rêver, pourquoi ? Parce qu'il apporte la prospérité matérielle, tout simplement. Et ça, les Européens, aujourd'hui, l'ont un peu perdu de vue. On le voit en plus avec des politiques économiques stupides. Je pense notamment le fait d'interdire le moteur thermique, par exemple. Enfin, on va détruire l'industrie automobile, qui est quand même quelque chose qui fonctionne très bien en Europe. Quand on voit la France qui a détruit son industrie nucléaire et qui maintenant essaye de se relancer. Donc, il y a… Excusez-moi, j'ai un exemple très récent qui me vient. C'est Thierry Breton, donc le commissaire européen, qui s'est aperçu quand même qu'arrêter les moteurs thermiques, c'était complètement dingue. Et qui dit maintenant, non, mais c'est pas parce que les gens n'auront pas le droit d'en acheter qu'il faut arrêter d'en construire. Oui. Et donc, dans son idée, les entreprises européennes devraient continuer à fabriquer des voitures thermiques, mais aller les vendre ailleurs. C'est lunaire. C'est totalement ridicule. Ça ne peut pas fonctionner. Mais ils sont tellement pris maintenant dans leur contradiction qu'ils en sont là. Surtout que c'est dans 13 ans. Enfin, 13 ans, c'est rien du tout à l'échelle d'une vie humaine. Et à l'échelle d'une politique industrielle, c'est encore moins. Et ça, c'est un vrai drame. C'est-à-dire comment ces personnes-là qui sont censées être intelligentes, enfin, il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études pour se dire que si on ferme les centrales nucléaires, on n'aura pas d'électricité. Ils ne l'ont pas compris. Et là, il y a un vrai suicide qui est quelque chose de surprenant d'avoir des personnes qui sont censées, on n'a pas grand-chose, hein, enfin, mais là, ils détruisent une industrie qui fonctionne. Et c'est probablement d'ailleurs une des causes aussi du grand désamour de la population française pour la démocratie. Comment voulez-vous voter pour des personnes qui ne comprennent pas quelque chose que n'importe qui a compris, à savoir que si on ferme les centrales nucléaires, on n'aura pas d'électricité. Ça paraît évident. Oui, mais ça va un peu avec les nouvelles idoles qu'on se fabrique, notamment Gaïa. C'est ça. Donc la Terre qui est devenue une véritable idole. On ferme les centrales nucléaires pour sauver Gaïa. Exactement. On arrête le moteur thermique pour sauver Gaïa. Alors que ça ne sauvera rien du tout parce qu'on représente très très peu de la consommation, mais peu importe. Et que Gaïa se débrouillera bien sans nous. Mais… Vous avez raison, c'est une partie de l'ouvrage de ma troisième partie, c'est que l'homme est considéré comme un parasite. Donc, jusqu'à présent, on a toujours considéré le milieu naturel comme étant au service de l'homme, et donc l'homme devant aussi trouver des solutions pour le maintenir, hein, donc entretenir les forêts, entretenir les eaux, etc. Aujourd'hui, l'être humain est vu comme un parasite, avec cette idée, par exemple, que les pays riches polluent davantage que les pays pauvres. Ce qui n'est pas vrai. Il suffit d'aller dans une ville africaine pour se rendre compte qu'il y a des gros problèmes de pollution atmosphérique, de pollution de l'eau, et on ne peut pas avoir de robinet si on est malade, de problèmes de traitement des déchets, toutes choses que l'on fait très bien en France et en Europe. Alors, c'est toujours perfectible, bien évidemment, mais enfin, on a un air qui est pur, on a une eau qui est potable, ce qui n'était pas le cas il y a encore 50 ou 60 ans, et on a des déchets qui sont, bon an, mal an, très bien gérés et qu'on sait très bien traiter, notamment pour créer de l'énergie.
Mais avec cette idée que l'homme est un parasite qui est dangereux et qu'on doit l'éliminer. Et donc aujourd'hui, effectivement, on va l'éliminer. Et la décroissance, jusqu'à présent, c'était un concept. Mais maintenant qu'on a des pénuries, qu'on a des montées de facteurs énergétiques terribles, et si à terme on a aussi des maladies ou des morts à cause de manque de médecins, par exemple, ça sera autre chose qu'un concept et ça va être très douloureux pour les personnes. Mais alors moi, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que nos dirigeants ne font pas ça parce qu'ils ont échoué à nous apporter la prospérité? C'est-à-dire que de quinquennat ou de septennat en quinquennat et puis de quinquennat en quinquennat, chaque président nous a dit avec moi, on rase gratis, les impôts vont baisser, et puis je vais vous donner plus d'argent, et puis il y aura plus de chômage, et puis au bout de 50 ans, les gens s'aperçoivent que non, le chômage il continue à augmenter parce qu'on n'utilise pas les bonnes méthodes, qu'on ne peut pas raser gratis, ça n'existe pas, there is no free lunch. Et finalement, c'est beaucoup plus facile aux gens de dire, enfin, un homme politique de dire, avec moi, ça va être la décroissance. Vous allez avoir moins d'électricité, vous allez avoir moins, il va falloir vous habituer, mais je vous offre quelque chose de merveilleux, c'est qu'on va sauver la Terre dans 50 ans. Au moment où moi, je ne serai plus là, je serai mort, mais on aura sauvé la Terre à ce moment-là. Et donc, vous avez une promesse très facile que personne ne pourra vérifier, ou que tout le monde aura oublié au moment de la vérifier. Et est-ce qu'il n'y a pas justement ça, en fait, parce que j'ai du mal à croire que nos hommes politiques soient suffisamment idiots pour penser qu'on peut faire de l'électricité sans nucléaire, pour penser qu'on va réussir à passer de la voiture thermique à la voiture électrique en 15 ans, alors qu'on ne sait même pas comment on va se chauffer à l'électricité dans 2 mois. Enfin, ils sont quand même pas totalement stupides, donc, et ils sont pas non plus idolâtres de Gaïa, ou peut-être qu'ils sont idolâtres de Gaïa, et là, tout s'explique. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une facilité politique là-dedans? Je pense que votre analyse est bonne, effectivement. Vous avez raison, c'est plus facile d'apporter des pénuries que d'apporter de la croissance. Oui. Et puis, il y a aussi, à mon avis, un autre élément, mais qui complète très bien ça, c'est que beaucoup d'hommes politiques se sont rendus compte que, en fait, ils étaient inutiles. Et on voit notamment à l'échelle locale. Vous avez beaucoup de mairies ou de maires qui sont transformés en sorte d'animateurs socioculturels, c'est-à-dire qu'ils vont organiser des fêtes, des feux d'artifice, toutes choses fort sympathiques par ailleurs, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un maire. Mais comme les maires aujourd'hui n'ont plus la prise sur le logement ou sur les finances, parce qu'on les a dépossédés de ça, ils font des choses futiles. Et c'est un peu la même chose au niveau national. Vous avez beaucoup d'hommes politiques qui se rendent bien compte qu'ils n'ont pas beaucoup de prise sur les événements, parce que ce sont les entrepreneurs, les inventeurs qui créent le véritable progrès humain. Pasteur a beaucoup plus apporté à l'humanité que tous les chefs de gouvernement de la Troisième République. Et donc, se rendant compte un peu de leur inutilité, ils se disent je vais être utile effectivement en sauvant la Terre. Voilà, ça c'est mon nouveau rôle. Et cette fois-ci, là, je vais faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire parce que seules des lois, des législations peuvent sauver la planète Terre. Et donc, je vais produire des lois pour montrer aussi que je suis utile. Sauver la planète Terre, c'est presque être la mouche du coche, à mon avis. Hein. Oui, c'est ça. La mouche du coche dans la fable où une mouche saute d'un cheval à l'autre, du coup les chevaux continuent à courir, et elle a l'impression que c'est elle qui fait courir les chevaux alors qu'elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Et je pense que c'est à peu près la même chose, sauver la planète Terre avec, en tout cas à l'échelle de la France. Je pense que regardez, la question du nucléaire est intéressante parce que le début de la faillite du nucléaire, c'est en 1995-96, enfin en 97, quand Lionel Jospin fait fermer Superphénix. Et il le fait pour un accord électoral avec Dominique Voynet pour espérer avoir les voix des Verts en 2002. C'est pour ça qu'il ferme Superphénix. Ça a échoué, les Verts ont fait 3 ou 4% et lui, il a été éliminé le premier tour. Sauf que Superphénix, qui était quand même une technologie remarquable, dont on aurait grandement besoin aujourd'hui, on paye son absence aujourd'hui. Pour une stupide accord électoral à courte vue, à vue de 2-3 ans. Oui, d'autant que, alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais a priori, quand on a fermé Superphénix, les Verts sont rentrés, enfin des militants un peu extrémistes, sont rentrés dans la bibliothèque et ont détruit tous les documents de travail. Ouais, donc on a perdu tout ce qu'on savait sur les réacteurs de 4e génération, puisque c'était le but de Superphénix. Donc ça a été une catastrophe, mais bon. Et donc,
Pour vous, on va donc le déclin d'un monde. Ça, c'est un peu ce dont vous. Enfin, c'est le titre de votre livre, mais c'est ce dont on vient de parler. En fait, la chute de l'Europe et de la France. Vers quel monde on va, en fait, d'après vous? Qu'est-ce qui va remplacer ces démocraties alors, j'aime pas le mot libéral parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus dans une démocratie Oui. libérale en France. Mais ces démocraties où, malgré tout, on a une grande liberté, qu'est-ce qui va les remplacer? Vers quoi on va Alors, moi, en Europe et en France? je vois deux choses, qui sont deux choses qui existent déjà et dont il est probable que ça aille en s'amplifiant. C'est à la fois un contrôle technologique par la technique, ça on le voit en Chine avec le système de crédit social chinois, par exemple. Donc un contrôle de l'homme par la machine, par la reconnaissance faciale, par des passes divers et variés. On a le pass sanitaire, mais on peut en avoir beaucoup d'autres. Il y aura probablement un jour un pass Le pass écologique, carbone. un pass carbone, par exemple. Ça, c'est très simple à mettre en place. Donc, d'un côté, un contrôle par la haute technologie, ce qui ne peut fonctionner que si on a de l'électricité. Hein. Donc, par ailleurs, s'il y a des pénuries d'électricité, on est sauvé en quelque sorte. On n'aura pas ce genre de choses. Et une sorte de délitement par le bas, par la montée d'une nouvelle criminalité ou d'une criminalité beaucoup plus internationalisée. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse grandement et j'y consacre une grande partie dans l'ouvrage. Ce sont les liens criminels internationaux. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la criminalité sans une vision mondiale du sujet. Alors, vous avez évidemment les voleurs à la sauvette qu'on a dans les grandes villes qui peuvent venir d'un pays ou d'un autre. Mais ça, c'est pas vraiment le sujet. Ça, c'est la petite criminalité. C'est très pénible, mais ça reste localisé. En revanche, on voit l'association des mafias et des systèmes criminels. Je pense concrètement au système criminel du Nigeria avec les mafias italiennes, qui là sont redoutables. C'est-à-dire que c'est de la traite humaine depuis l'Afrique jusqu'en Europe en passant par la Libye. Ça rapporte beaucoup d'argent. Je cite un rapport d'Interpol. Alors, je ne retiens jamais les chiffres, donc si je donne le chiffre, il va être faux. Mais enfin, ça se chiffre en plusieurs millions de dollars. Hein. C'est extrêmement lucratif. Et en plus, si on se débrouille bien, on peut faire passer pour de l'humanitaire ou enfin se débrouiller pour que ça se fasse mieux que de la vente de drogue ou autre. Donc, trafic d'êtres humains, prostitution, le tout dans une ambiance vaudou animiste extrêmement violente. Quand j'ai préparé l'ouvrage, j'ai beaucoup feuilleté la PQR, la presse quotidienne régionale, parce qu'on a énormément d'informations sur ce qui se passe au niveau local. Et on a eu plusieurs cas, notamment à Lyon et à Paris, de réseaux nigérians de prostitution qui ont été démantelés, avec à chaque fois le même principe. Ce sont des réseaux qui sont tenus par des femmes, donc des femmes qui asservissent d'autres femmes, et qui le font avec un cadre animiste violent, donc sorcellerie, usage d'amulettes, et si une femme ne correspond pas ou essaie de s'évader, on pique son amulette et on fait appel aux esprits et aux sorciers. Donc ça crée une ambiance extrêmement pesante pour les personnes qui sont complètement tenues. Et on voit apparaître en France de plus en plus de crimes vaudous ou de crimes autour de ces nouvelles religiosités, qui sont des crimes très violents et qui sont en expansion. Alors, même sans parler des crimes, enfin, on est sur des retours en arrière, mais oui. Mais moi, quand j'étais jeune, mais le vaudou, quand j'étais jeune, mais qu'est-ce que ça pouvait. Enfin, tout le monde trouvait ça ridicule, quoi. Ah oui, c'est ridicule, mais c'est en pleine expansion. Et je lisais aujourd'hui, justement, des articles de presse où on expliquait que les dieux grecs revenaient à l'honneur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des sacrifices aux dieux grecs, des gens en France qui font des sacrifices, et c'est même une mode sur TikTok. Les gens font des sacrifices aux dieux grecs. Alors, pas des sacrifices humains, des sacrifices comme on en faisait à la Grèce. Se dire qu'on en revient au polythéisme et aux dieux grecs et au vaudou, mais quel retour en arrière de notre société, quoi. Passer du nucléaire au vaudou, enfin. C'est très curieux, c'est un mélange de haute technologie et d'archaïsme le plus primaire. Et il y a, alors, on l'a vu avec l'affaire Pogba, qui a fait sourire, mais qui est un vrai sujet. Des gens hautement insérés dans la société et qui ont pignon sur rue. Il y a d'autres cas, il y a le meurtre de la petite Lola, il faudrait avoir des éléments, mais
il est possible, hein, je mets le conditionnel parce que je n'ai pas encore tous les éléments, mais ça pourrait s'inscrire dans ce genre de choses aussi, avec les réserves de prudence, hein, il faut que l'enquête aboutisse. Mais il y a eu d'autres crimes et meurtres qui, là, sont clairement identifiés, avec des gens qui tuent d'autres personnes pour boire leur sang, pour récupérer les organes, faire des rites animistes avec ces choses-là. Et je note dans la PQR, donc dans la presse quotidienne régionale, une augmentation de ce genre de choses. Avant, c'était très disparate. Aujourd'hui, c'est régulier. Régulier, c'est pas tous les jours, hein, mais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on voit ce genre de choses. Mais c'est lié à quoi qu'on arrive à des gens qui adorent Zeus et Héra ou des animistes, c'est encore pire que Zeus et Héra, l'animisme. Je pense que c'est dû à la perte de la raison. On est passé d'un monde qui disait avec Descartes, je pense donc je suis, et aujourd'hui c'est du sentimentalisme. C'est je ressens donc j'existe. Et on le voit bien, la question écologique, elle est abordée à chaque fois sous un angle complètement illogique et irrationnel. L'ordre de la logique, c'est comment est-ce qu'on fait pour moins polluer les eaux, pour avoir un air plus pur, pour créer une énergie abondante et moins polluante. Le nucléaire, il y a le problème des résidus radioactifs. On a des solutions pour les résoudre. Et aujourd'hui, on a complètement quitté le cadre logique. Et je le vois même avec les étudiants. Moi, les étudiants que j'ai sont très bien, donc on peut s'inscrire dans ce cadre-là. Mais j'ai des collègues qui enseignent en école d'ingénieurs, donc des gens qui sont là pour faire des ponts, des routes, et qui me disent, on a des gens qui sont superstitieux, qui ne croient plus, c'est pas une croyance, mais les mathématiques, la chimie, la physique, c'est plus un sujet pour eux. On est dans un ordre superstitieux. Et des personnes, des ingénieurs qui pensent que des éoliennes vont faire plus d'énergie qu'une centrale nucléaire. Alors que quelques petits calculs, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc le cadre logique, le cadre rationnel est en train de sauter, et même a bien sauté. D'accord. C'est surprenant, effectivement, que même des ingénieurs commencent à bon. Il y a vraiment un problème d'éducation. Et c'est quelque chose que vous voyez surtout en Europe, ou c'est quelque chose qu'on va retrouver aux États-Unis? Vous parliez des États-Unis comme puissance qui allait garder une bonne partie de sa puissance. Aux États-Unis, ce qui est inquiétant... On ne peut pas être puissant et avoir ce genre de mentalité, à mon avis. Hein. Non, c'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que je consacre une grosse partie à l'éducation. D'abord parce que je suis professeur, donc l'éducation, ça me parle particulièrement. Mais il n'y a pas de pays puissant sans éducation qui fonctionne. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas être une grande puissance avec des analphabètes et des illettrés. Ça ne marche pas. Donc, la question éducative est pour moi une question essentielle, et c'est pas uniquement parce que je suis professeur que je dis ça, c'est parce que c'est pas possible d'être un pays puissant sans une école qui fonctionne bien. Un des gros problèmes aux États-Unis, c'est les combats à l'université qui sont extrêmement virulents, avec des professeurs qui sont empêchés d'enseigner, avec une perte du débat intellectuel. Malgré tout, aux États-Unis, on peut encore avoir des universités indépendantes. Donc, même si c'est réduit, on a encore un cadre intellectuel qui existe. En France, c'est plus compliqué. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans les contrats de doctorat, vous êtes un doctorant et vous voulez avoir un contrat doctoral. Vous avez un dossier à remplir. Si vous avez le mot écologie dans votre dossier, vous êtes certain d'avoir votre contrat doctoral. Ça veut dire que tous les mois, vous aurez 1 800 € par mois. Et j'ai des exemples très concrets d'étudiants que j'ai suivis. Là, j'en ai une petite dizaine. Tous ceux où il y avait le terme écologie, même des trucs un peu fictifs et pipeaux, ont eu leur contrat doctoral. Tous les autres, alors qu'il y a des sujets extrêmement sérieux, pointus et très utiles, ne l'ont pas eu. Oui. Donc là, vous réduisez la recherche de manière drastique. Et après, on va dire, bah oui, mais regardez, tout le monde fait des recherches sur l'écologie. Bah oui, parce qu'il n'y a que là où il y a de l'argent. Sinon, vous n'avez pas d'argent. Donc, ça limite considérablement le champ du savoir. Et vous avez un système d'exclusion qui fait qu'il y a toute une partie qui ne peut plus être enseignée, qui ne peut plus être étudiée. Or, le propre de la science, c'est que tout doit pouvoir être remis en question. Même des idiots doivent pouvoir parler en science. Parce que même, on sait bien qu'il n'y a pas de question bête. Même une question bête, ça veut dire, ah ben oui, il se trompe,
mais il m'oblige à approfondir malgré tout ma connaissance. Et donc, grâce à sa question stupide, je vais approfondir ce que je suis en train de développer. Si on interdit le débat, c'est le problème de l'écologie, on dit il y a consensus, tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, c'est plus de la science. En science, il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, même s'ils se trompent et qu'ils racontent n'importe quoi. Parce que ça aide les gens qui ont raison et qui sont dans le vrai, ça les aide à approfondir leur sujet et ça les aide à ne pas s'endormir sur leurs connaissances. Donc il faut qu'il y ait débat, il faut qu'on puisse poser toutes les questions, même les plus stupides. Quand il n'y a pas de questions, quand il n'y a pas de débat, on n'est plus dans un domaine scientifique. On est dans le domaine du mythe, on n'est plus dans le domaine de la logique. D'accord. Et donc vous, pour résumer le monde tel que vous voyez qu'il est en train de se présenter et de se construire, c'est toujours un leadership des États-Unis. La Chine, on ne sait pas trop dans les 20 prochaines années ce que ça va donner. Mais par contre, le contrôle chinois, enfin le contrôle des populations européennes à la chinoise, on s'en approche de plus en plus. Et donc ça, c'est le haut du spectre. Le bas du spectre, c'est des mafias basées plus ou moins sur des croyances religieuses qu'on croyait abandonnées il y a des siècles, qui se constituent, quoi. C'est pas un monde hyper gay, hein. Oui, je suis désolé. Alors, malgré tout, je reste optimiste et je pense que le pire n'est jamais certain. Donc, le but des prévisions, c'est aussi de montrer les problèmes pour qu'on puisse les résoudre. En disant, voilà, et moi j'insiste beaucoup sur la criminalité pour que justement on puisse lutter contre la criminalité et éviter que ça ne prenne trop d'ampleur. Hein, donc c'est comme le médecin, il vous dit là où vous avez un problème. Il ne va pas vous dire la main, ça marche très bien. En revanche, il dit le pied, il est cassé. Bon, donc on va toujours insister sur ce qui est cassé de manière à le réparer. Hein, donc je ne voudrais pas non plus que les gens dépriment complètement. En plus, ce n'est pas du tout mon optique. Hein. Moi, je peux dire que je suis optimiste, mais je pense que l'homme a toujours les capacités, malgré tout, de trouver les solutions à ces problèmes. Et puis, on a quand même des ressources intellectuelles, historiques qui sont majeures, hein, donc c'est quand même positif. Mais vous avez raison, si on ne fait rien, on le voit d'ailleurs sur le territoire français, il y a quand même une grande certaines parties du territoire qui échappent à un contrôle de l'État, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Ces systèmes criminels sont en pleine progression. Vous avez des pays qui ont disparu à cause de ça. Le Liban est un pays qui a disparu. Je le regrette parce que j'aime beaucoup le Liban, mais enfin, le pays est rayé de la carte aujourd'hui. Ils ne pourront pas s'en remettre, c'est pas possible. C'est l'histoire, c'est dû à 30 ans d'histoire derrière. Vous avez des pays qui sont complètement aux mains des structures mafieuses. L'Albanie, par exemple, c'est un État mafieux. Le gros problème aujourd'hui auquel on est confronté, c'est la question de la drogue. Les Pays-Bas, la Hollande et la Belgique deviennent de plus en plus des narco-États. La drogue, ça détruit tout. Ça fait que vos jeunes ne vont pas travailler parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent en vendant de la drogue qu'en allant travailler dans un emploi formel. Et donc, ça détruit complètement votre société. Ça, c'est un vrai et grand problème. Et on voit notamment avec le cannabis ou avec les drogues de synthèse, ça détruit la jeunesse, ça corrompt la population, ça c'est un vrai fléau. Oui, je crois que c'est la Hollande, non, où le Premier ministre a été menacé par un cartel de drogue marocain. Oui, comme au Venezuela ou en Colombie. C'est le Premier ministre et la princesse, je crois, sont menacés actuellement par un cartel de drogue marocain, enfin, en Europe. Non, mais c'est à peine croyable. C'est aussi un des premiers pays à avoir légalisé la consommation de drogue. Il ne fallait pas non plus être grand clair pour se dire que si on ouvre la consommation de drogue, il y aura à terme des problèmes de structures mafieuses. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi une faiblesse intrinsèque à l'Europe et à nos démocraties, c'est d'être des démocraties. C'est-à-dire que il y a 2 siècles, le Maroc aurait menacé un prince européen, on envoyait l'armée au Maroc, c'était réglé. Oui. C'est dégoûtant, mais c'est comme ça. C'était réglé, on parlait plus du problème. Et du coup, on n'aurait jamais eu une mafia marocaine qui serait venue menacer un prince européen parce que ça aurait été sanglant. On n'a plus d'armée. Le fait d'être devenu... On peut plus le faire. On n'a plus d'armée. Oui, on n'a plus d'armée. Mais... non, mais enfin,
est-ce que les démocrates... Alors après, on va croire que je suis un colon, mais pas du tout. C'est Non, pas non. du tout mon propos. C'est de dire qu'avant, on était une puissance gigantesque, assez peu démocratique, mais gigantesque, qui ne laissait pas ses chefs d'État menacés par des mafias étrangères, et que maintenant, on n'arrive même plus à régler des problèmes comme cela. En fait, le problème que vous soulignez, c'est qu'on a longtemps cru que parce que nous, on voulait la paix et qu'on voulait vivre de manière pacifique, les autres voulaient aussi la paix et voulaient être pacifiques. Or, une des leçons de l'histoire, c'est que le pacifisme, ça conduit toujours à la guerre. Et on a la paix que si on a une armée et une police puissantes et qu'on est capable de montrer les muscles et de temps en temps d'en faire usage, effectivement, et comme ça, on ne nous casse pas les pieds. Alors ça, je pense, j'ose espérer que c'est une vertu de la guerre en Ukraine. On s'est rendu compte qu'une armée, ça servait à quelque chose. Or, en Europe, il n'y a que la France qui a une armée à peu près digne de ce nom. Et que le but de l'armée, c'est pas d'envahir les autres, c'est que les autres ne nous envahissent pas. Et ça sert à se protéger, une armée. Et effectivement, sur la question de la criminalité, il y a un irénisme complet. On s'est dit, bah, nous, on est des gens bien élevés et courtois, on va pas attaquer le voisin, donc le voisin ne va pas nous attaquer. Bah oui, mais le voisin, il a une autre vision des choses, et effectivement, il nous attaque. Et aujourd'hui, en France ou en Europe, la police est débordée, la justice aussi, enfin, ça fonctionne plus très bien. Parce que l'État a aussi oublié son rôle premier, qui était d'assurer la sécurité des biens et des populations. On ne demande pas à l'État de sauver la planète. On lui demande de faire en sorte qu'on puisse sortir dans la rue sans se faire agresser. Voilà. Mais ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure. C'est plus facile de dire qu'on va sauver la planète dans 50 ans que de protéger les populations honnêtes qui sont dans la rue. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a pris un très grand retard parce qu'on a projeté sur les autres nos fantasmes et nos idées. Je vous donne un exemple récent. Là, j'étais dans un colloque où j'étais au mois de novembre, au mois d'octobre, pardon. Un ambassadeur français, je dirais l'endroit où il est rattaché, qui dit mais désolé, vous vous rendez compte, je discutais avec l'ambassadeur de Jordanie, et il m'a dit que pour lui, le Coran était plus important que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ben, oui, c'est normal, un Jordanien musulman considère que le Coran, c'est ce qui est le plus important. On peut le regretter, peu importe, c'est pas le sujet. C'est normal, c'est comme ça, c'est sa culture. Et cet ambassadeur était désolé de se rendre compte de ça. Mais quel aveuglement sur l'état du monde de considérer que oui, il y a des populations qui ont d'autres cultures que nous et pour lesquelles les références sont autres. Elles sont, je ne dis pas qu'elles sont meilleures ou pires, elles sont autres. Et en fait, le déclin du monde que je décris, c'est l'incapacité de l'Europe à penser l'autre. On a vu l'autre comme étant un autre soi-même. Les autres sont comme nous. Ils nous sont identiques. Non. Les autres ne sont pas comme nous. Ils sont autres, avec d'autres cultures, d'autres référents culturels, d'autres références historiques. Et si on veut échanger avec eux, il faut comprendre leur forme de pensée, leurs références historiques et culturelles, pour pouvoir parler avec eux et avec ces populations. Et ça, ça a été le grand aveuglement des Européens. Et comment on évite alors ce déclin ou cet affaissement qu'on a actuellement? C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas répéter les points essentiels dont on a parlé, mais comment on fait en fait pour redresser la barre et pour ne pas se retrouver demain pris en sandwich entre un État qui surveille tous nos faits et gestes et nous autorise sur la base d'un pass carbone à acheter telle ou telle chose ou à voyager ou à ne pas voyager, et de l'autre côté du spectre par des mafias qui organisent des trafics, etc. Comment on fait pour sortir de ce sandwich en fait et redevenir les États qu'on a été oui, moi je suis un nostalgique. Donc les États qu'on a été, sans colonisation, les États qu'on a été, quoi, des États qui pèsent et qui ont une prospérité et qui avancent dans le monde. Je dirais que le risque, vous l'avez bien montré, et l'autre risque, c'est de tomber par révolte dans une sorte de dictature policière en disant on va lutter contre les mafias et donc serrons la vis au maximum et supprimons toute liberté. Ça, c'est aussi un risque magistral. À mon avis, la solution, elle est dans nos ressources à nous, c'est-à-dire nos ressources historiques.
ce qu'on a été, les modèles qui sont les nôtres, à savoir un État qui fait son travail. Donc, il y a une police qui fonctionne, une armée qui fonctionne pour éviter l'insécurité et l'invasion du territoire, une police qui fait son travail aussi, et donc un État qui est à sa juste place, et une population qui doit être aussi éduquée et sensibilisée à ses responsabilités. C'est-à-dire que le monde sera aussi ce que nous, on en fait. Donc, c'est le but de nos médias, enfin le vôtre et puis pour moi, Conflit, de former aussi les gens en leur disant voilà ce qui existe, voilà quels sont les dangers, voilà quelle est notre culture, voilà ce que l'on veut et voilà ce que l'on ne veut pas. Et à mon avis, l'erreur serait d'attendre tout d'un homme providentiel. En fait, chaque personne peut agir individuellement. Et déjà, si chaque personne agit individuellement, on peut faire pas mal de choses. Donc, être mobilisé pour éviter un passe carbone et faire ce qu'il faut pour le refuser, comme prendre nos libertés là où elles sont. Pendant l'épisode Covid, même pendant le confinement, on pouvait très bien sortir de chez soi. Il y avait des marges de liberté, on peut aussi les prendre, ces marges de liberté, quand elles existent, tout en respectant la loi, si on tient évidemment à respecter ce genre de choses. Mais c'est, à mon avis, davantage un combat personnel, où chacun peut réellement faire quelque chose, plutôt que d'attendre une transformation par le haut des structures étatiques ou technocratiques. Si on attend tout du haut, ça ne marchera pas. En fait, chaque personne a la capacité de faire déjà des choses autour d'elle. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. D'accord. Eh bien, écoutez, Jean-Baptiste Noé, merci pour cette interview. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.